Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette conférence que nous organisons pour les prépas et les bachelors de l'IPSA. C'est une conférence qui nous tient vraiment à cœur pour vous accompagner du mieux possible pendant cette période compliquée. Vous avez été nombreux à nous écrire aux directeurs des études et aux différentes personnes qui vous accompagnent à l'IPSA pour nous dire que c'était dur pour vous, que vous étiez angoissés, particulièrement pendant cette période de partiel. Là, vous allez continuer avec le second semestre, mais aussi la période de préparation des rattrapages. Donc, nous avons souhaité lancer une sorte de plan d'action, si je puis dire, d'accompagnement de nos étudiants. Et on commence avec cette conférence qui va être menée par deux personnes, par Chantal Buisset, qui est hypnothérapeute et coach et consultante, et Jérôme de Denéchin, qui est ingénieur, coach et formateur. La conférence va s'articuler en deux parties, une première avec une présentation pendant 1 heure et quart, et ensuite vous aurez une partie questions-réponses de 15 à 30 minutes. On va essayer de tenir le timing, nous essaierons de terminer à 14h30 ou 14h45 maximum. J'espère que cette présentation, cette conférence va vous apporter beaucoup. En discutant, moi déjà avec eux, j'ai beaucoup appris. Voilà, je vous souhaite vraiment de bien profiter de ce moment. Je vais donner la main à Chantal qui va commencer sa présentation. À Chantal. Chacun de vous. Je suis très heureuse d'être là avec vous pour partager sur ce sujet. En 2 mots, mon premier métier, c'était d'être enseignante en école primaire. Et puis, c'est en 2010 que j'ai fait la connaissance d'une personne qui a bouleversé ma vie. C'est Jean Montbourquette, un Québécois qui était professeur à l'université et qui travaillait sur l'estime de soi, sur la mission, trouver sa mission de vie, sur le deuil, sur le pardon et bien d'autres thèmes encore. Et c'est auprès de lui que je me suis formée pour devenir consultante en développement personnel, animer des ateliers sur ces thèmes que je viens de vous citer. Et puis, je me suis également formée à l'hypnose humaniste. Voilà. Jérôme ? Bonjour. Pour compléter aussi pour ma part, moi je suis ingénieur et j'ai fait plusieurs métiers. Moi aussi, je me suis rapproché de la pédagogie, d'abord celle qui est associée au coaching, et puis derrière, j'ai approfondi avec Jean Montbourquette, comme Chantal, et je me suis beaucoup intéressé à la mission, c'est-à-dire à ce qu'on est appelé à faire dans sa vie professionnelle, dans sa vie tout court. J'accompagne beaucoup d'ingénieurs à travers les bureaux des carrières de quelques grandes écoles. Et puis, je suis très heureux de vous retrouver également maintenant pour un parcours étudiant, comment rester motivé en temps de confinement. Et c'est vrai que c'est une question difficile qui se pose maintenant. Et Chantal, tu proposais de commencer avec cette présentation-là. Alors, peut-on être heureux quand nos besoins légitimes ne sont pas satisfaits ? Et je ne souhaite pas répondre à cette question. En fait, ce que j'aimerais, c'est que vous répondiez vous-même, peut-être à la fin de cette présentation, peut-être même dans les jours et les semaines qui viennent, une fois que vous aurez d'utiliser les outils que nous allons vous proposer. Alors, la société occidentale présume que la souffrance est anormale. On y voit un signe de maladie ou de faiblesse. Or, la vie est parsemée d'événements heureux et malheureux, comme vous le savez. En fait, nous ne choisissons pas vraiment ce qui nous arrive. Et par contre, nous pouvons choisir la manière dont nous allons vivre ce qui nous arrive. Alors oui. On va commencer avec Chantal par vous rendre la main sur une question, même 2 questions auxquelles vous allez être invité à répondre. Donc, je mets en ligne un outil que vous connaissez peut-être et je vous invite, si vous avez par exemple du multifenêtre ou un autre outil, à vous connecter sur le site menti.com, menti.com, et il vous sera demandé un code. Le code s'affiche ici, 28 28 69 7. Et la question que je vous pose, cette première question, c'est aujourd'hui, dans votre cursus d'études, qu'est-ce que vous trouvez le plus dur de ce que vous vivez? La situation actuelle, de quelle manière elle vous pèse?
Alors, je vous invite à répondre sous forme d'une expression courte, 2 ou 3 mots maximum, et vous avez le droit à 3 réponses avant d'envoyer ça. Et nous allons voir finalement la photo que vous nous apportez de votre perception, votre sentiment de la situation. Voilà, les premiers commencent. Bravo. Comme le disait Chantal, la situation actuelle est une situation anormale, une situation où nous sommes privés de quelque chose. Privés de relations insouciantes. Hein, le temps des études, c'est l'insouciance souvent. Privés de contact. C'est ce que vous faites ressortir de plus fort pour le moment. La pression devient difficile à supporter. La difficulté des cours. Vous êtes dans une école qui est exigeante, vous êtes dans un cycle d'études particulièrement important, nous y reviendrons tout à l'heure. C'est un cycle d'études qui vous invite à donner le meilleur de vous-même. Et oui, c'est exigeant. En fait, plus les mots sont en grand, plus ils ont été nommés de fois. Démotivation, stress, inactivité physique, découragement. On va peut-être se donner encore 30 secondes pour que vous puissiez vous connecter. Pour l'instant, il y a une vingtaine de réponses. Je pense qu'on peut monter à davantage, mais une simple photo sur quelques dizaines de personnes donne quand même un aperçu assez juste. Et vous voyez les principaux mots qui ressortent. Hein. Solitude, pression, isolement. Là, encore 15 secondes, et puis c'est suffisant, et on va voir ensemble de quelle manière travailler sur ces différentes questions. Comme le disait Chantal, ce qui nous arrive de l'extérieur, eh bien, on est obligé de l'accepter, on le subit. Ça peut avoir une influence sur notre vie intérieure, mais on peut aussi, de manière volontaire, agir sur notre vie intérieure pour limiter ce que l'on subit ou pour augmenter les aspects positifs qui peuvent s'y trouver néanmoins. Voilà, je propose d'arrêter cette première question ici. Vous voyez une photo et je vous rends quand même la parole dès maintenant, ou le lien Internet, pour une deuxième question. Vous voyez qu'on a parlé plutôt de l'extérieur, de situations objectives, et nous pouvons aller... Est-ce que j'y arrive ? Voilà, parfait.
Deuxième question sur notre vie intérieure. Qu'est-ce que cela produit en vous, cette situation extérieure de solitude, pression, isolement, incertitude sur l'avenir, peut-être manque de moyens, d'être coupé de vos proches, d'être... Alors vous connaissez le mode d'emploi, c'est le même code, c'est juste 3 mots cette fois-ci, 3 fois un mot, pour avoir, et vous pouvez répondre très vite, hein, plus vous répondez vite, plus c'est juste finalement. Qu'est-ce que ça produit en vous? Voilà. Tristesse, hein, c'est ce qui sort le plus fort. Morale à 0. Voilà, peut-être les derniers. Alors, vous voyez, c'est une photo de ce que vous vivez, de ce que vous subissez et de ce que ça produit en vous. Hein, vous voyez ce lien entre une situation extérieure et une situation intérieure. En premier, tristesse. Vous parliez de solitude, de pression, d'isolement. Voilà, ça produit tristesse. La tristesse, c'est une émotion qui est forte et qui consomme nos ressources vitales. Ça produit aussi de la fatigue. Une forme de fatigue et de tristesse, ça aboutit à de la démotivation, de la dépression, du découragement. Et puis, si vous vous projetez dans l'avenir, ce découragement d'aujourd'hui peut se transformer en angoisse. Qu'est-ce que ça va devenir? On n'a plus de perspective. On tourne en rond, comme vous le dites. Alors, je vous propose tout de suite, d'abord de prendre ces photos et puis on va les garder par devers nous. On pourra y revenir tout à l'heure dans vos questions-réponses aussi. Et je voulais revenir sur finalement ce que l'on peut faire de tout cela. Donc, je reviens à nos 2 questions et puis à quelque chose que l'on appelle le cercle des préoccupations. C'est issu d'un best-seller qui s'appelle Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Et en fait, Stephen Covey s'est rendu compte que nous avions tous une pensée qui tourne dans notre tête, Chantal va y revenir, et cette pensée se préoccupe de beaucoup de choses. Elle se préoccupe, alors je vais remettre un peu dans le désordre, hein, mais cette pensée vient dans notre esprit sous forme d'images. Images claires, obscures, joyeuses, déprimantes. De voix, de dialogue intérieur. Une voix qui nous parle gentiment, mais plus souvent une voix qui nous fait des reproches, ou une voix qui est un peu victime quand elle subit ses reproches. Et c'est aussi des sentiments intérieurs, ce que vous avez exprimé avec du découragement, de la dépression, ben ça vient de l'intérieur, on se sent vidé, on se sent sans énergie. Alors ça, c'est ce qui arrive, et quand on tourne nos pensées, ça se produit en nous. On va aussi ressasser le passé et angoisser pour l'avenir. On va évoquer et faire tourner dans notre dialogue intérieur, dans notre mental,
Alors des faits, bien sûr. Aujourd'hui, il fait moche, il pleut, ou j'ai eu telle note à tel examen, ou je n'ai plus le droit de sortir, j'ai plus le droit de voir de gens. Je n'ai plus de petit boulot pour gagner ma vie. On va aussi avoir des émotions plutôt négatives. On a vu que la tristesse sortait très fortement, mais derrière, il peut y avoir des inquiétudes, des peurs, des sentiments de ne pas être au niveau, de ne pas être prêt, des dangers, des risques, des menaces. Et puis, à travers aussi bien les images que les dialogues intérieurs, je vais avoir la possibilité, peut-être malgré moi, mais ça va se produire néanmoins, d'avoir des dialogues qui tournent en rond. J'aurais pas dû faire ça. Et si j'avais répondu autrement? Et est-ce que je vais y arriver? On va aussi avoir des regrets qui sont liés à des pertes. Ben oui, j'ai plus le droit. Déjà une année d'études qui est pourrie par le confinement, c'est vraiment pénible. On peut avoir des désirs irréalistes. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « c'est pas en tirant sur l'herbe qu'elle pousse plus vite ». Mais souvent, on aurait envie de tirer sur l'herbe. On aurait envie de se dire, bon, ben, je suis en retard, mais demain soir, j'aurai rattrapé tous mes cours en retard. Matériellement, ça paraît difficile, mais on arrive parfois à se convaincre de le faire. Ou bien, on a la pensée magique qui nous vient de notre enfance. Si seulement le professeur pouvait avoir le Covid, et bien comme ça serait super, c'est pas moi qui serais en retard, c'est lui qui serait en retard. Si seulement l'examen, la composition, les partiels pouvaient ne pas avoir lieu, qu'il y ait une immense grève comme ça. Vous voyez, c'est la pensée magique hein, qui nous parle et qui nous porte à ce moment-là. Il peut y avoir aussi des questions existentielles qui se posent dans des situations difficiles. Ça vient par la culpabilité, des questions existentielles, c'est est-ce que je suis fait pour faire ces études? À quoi ça sert? De toute façon, on est foutu. Et puis, derrière ces questions existentielles, nous avons chacun des croyances, certaines bonnes, certaines qui peuvent nous limiter dans notre vie. Et par exemple, je ne suis pas capable, j'y arriverai jamais, je ne retrouverai jamais ce temps que j'ai perdu. Je n'oublierai jamais cette perte. Vous voyez, s'il y a eu une tristesse, le départ d'une personne aimée, et que vous n'étiez pas là parce qu'il y a eu des situations difficiles, les enterrements étaient interdits, je n'aurai plus jamais quelque chose. Alors, on peut grossir cela et ça peut nous peser. Et tout cela s'appelle finalement le cercle des préoccupations qui, comme un grand voile gris, vient s'imposer sur notre monde intérieur. Tout devient en noir et blanc, tout devient gris à travers ces pensées. Alors, c'est justement ce que l'on va voir maintenant, comment jouer, comment travailler avec ces pensées. Et Chantal, peut-être peux-tu regarder les solutions possibles? Voilà, on va regarder quelles sont les solutions que vous avez pu tenter pour aller mieux. Peut-être se goinfrer, ça peut faire du bien pendant un moment. Ou faire l'autruche et se dire ben, finalement tout va bien, de quoi je me plains. Ça peut être se mettre à fond dans le sport. Ça peut être s'ouvrir à ceux qui ont besoin d'aide, à rendre service. Ça peut être s'évader. Alors, s'imaginer au soleil, sous les tropiques. Ça peut être aussi s'évader avec des médicaments. Ça peut être boire. Ça peut être aussi se changer les idées avec quelque chose qui nous passionne, que ce soit la musique, la peinture ou tout autre art. Ça peut être aussi se mettre à fond dans le travail. Ou alors consulter un psychologue. Ou se mettre dans les jeux vidéo jusqu'à oublier sa peine. Fumer, toutes sortes de choses. Boire des vitamines, se relier aux autres, se connecter par WhatsApp, par tous les supports possibles. Voilà, ça c'est une petite partie des solutions que vous avez pu tenter, ou pas. Hein. Et en tout cas, parmi toutes ces tentatives pour éradiquer la souffrance, vous avez peut-être remarqué que certaines vous rendent la vie encore plus difficile. Hein, c'est comme les démangeaisons. Ça me gratte, alors je me gratte. Et plus je me gratte, et bien plus ça gratte. Parce que bien sûr, ça provoque une décharge d'histamine. Et donc, à ce moment-là, la solution fait partie du problème.
quand la solution devient une partie du problème. Peut-être que certains d'entre vous ont lu Le Petit Prince et vous vous souvenez de sa rencontre avec le buveur qui est assis au milieu de ses bouteilles vides et bouteilles pleines. Et le Petit Prince lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il répond « Je bois. » « Et pourquoi tu bois ?»« Pour oublier. » »« Pour oublier quoi ?»« Pour oublier que j'ai honte. » »« Mais honte de quoi ?»« Honte de boire. » Mmh. Alors, nos solutions que nous avons prises et choisies, certaines sont bonnes, certaines sont moins bonnes, mais si nous revenons à nos préoccupations, notre propos avec Chantal, c'est de vous inviter à prendre des solutions qui marchent. Et la première d'entre elles, c'est celle-ci. Face à l'ensemble de mes préoccupations, vous avez vu ce grand cercle gris, eh bien, je peux commencer par faire un tri. Alors, si vous avez des choses qui vous pèsent particulièrement dans votre esprit en ce moment, peut-être que ça vaut le coup de les noter sur une feuille et de les mettre en 3 colonnes. Une fois que vous avez fait une liste en vrac de tout cela, la liste en vrac, c'est probablement un sous-ensemble de ce que l'on a vu tout à l'heure dans le sondage. Mais vous pouvez isoler ce qui dépend de moi, ce qui dépend directement de mon action. C'est lié à mon agir, c'est lié à ma parole, c'est lié à mon organisation du temps. Qu'est-ce qui dépend de moi? Par exemple, me lever à une heure fixe. Ça dépend de moi essentiellement. Et je peux m'en vouloir de ne pas réussir à me lever. Alors je peux mettre en œuvre une stratégie pour me lever plus facilement. Peut-être qu'il faut se coucher plus tôt, peut-être avoir un réveil plus fort, peut-être avoir un réveil musical ou un réveil avec de l'éclairage. Et j'ai même chez moi une machine à café programmable qui permet de se réveiller avec le café. Une deuxième colonne, ce sont les choses qui dépendent des autres. Par exemple, si j'ai un coloc qui fume et que ça m'est très pénible, ça dépend de lui. C'est sa liberté, si j'ose dire, de fumer, ou tout autre comportement qui peut me gêner, faire du bruit, se coucher aussi à des heures incompatibles, etc. Je peux agir indirectement dessus en lui faisant une demande, ou en trouvant une manière de faire qui limite les inconvénients, ou en cultivant une bonne relation avec lui qui me permette de lui dire ce que je pense s'il me fait peur, ou encore en donnant l'exemple. Et enfin, une troisième classe de préoccupations, ce qui ne dépend pas de moi. Mais la crise, elle ne dépend pas de moi. Je n'y peux pas grand-chose. Il ne fait pas beau aujourd'hui, ça ne dépend pas de moi du tout. La date des examens, elle ne dépend pas de moi. Ma réussite aux examens, je peux agir dessus. Mais la date, non. Et tout un tas de choses. Et donc, je vous invite vraiment à prendre la liste de vos préoccupations et à les découper et les mettre en 3 colonnes. Parce qu'en faisant ça, ça va vous mettre dans une dynamique qui va vous permettre de faire grandir ce que l'on appelle votre cercle d'influence. Vous voyez, ce qui dépend de moi, j'ai de l'action directe sur ces situations qui me concernent directement, par les actes, par la parole, par l'organisation, par mon comportement, j'ai une influence. Il y a au moins, sur le deuxième aspect, une vingtaine de stratégies possibles pour faire modifier les comportements d'autres personnes ou de groupes. J'en ai mis quelques-unes ici. Vous voyez, j'ose demander, et parfois on n'ose pas demander. Je convainc, j'essaie de convaincre une personne d'obtenir la majorité si jamais il y a des opposants qui ne veulent pas se laisser convaincre. Dans une colloque avec 5 personnes, si 4 sont d'accord et demandent à la 5e de changer d'attitude, ça marche mieux. Une autre stratégie, c'est je soigne la relation d'abord, ce qui me permet d'oser demander plus facilement. Je peux aussi proposer de l'aide. Souvent, une personne qui me gêne, c'est une personne qui n'exprime pas clairement le sentiment et la situation qu'elle vit. Et enfin, sur la troisième catégorie, ce qui ne dépend pas de moi,
eh bien, je peux tout simplement l'accepter. L'accepter de manière à ce que les pensées qui sont liées à cette situation extérieure cessent de me perturber. Si cette situation extérieure me pèse, ça rejaillit sous forme d'émotions. Et les émotions, pour les faire sortir, il faut en parler. En fait, une émotion, c'est comme un voyant sur le tableau de bord d'une voiture. Ça indique une situation de besoin mal rempli. J'ai besoin de faire le plein d'essence, l'huile est trop chaude, ou que sais-je. Eh bien, mes émotions, si je les garde pour moi, elles vont me pourrir la vie de l'intérieur, elles vont me blesser de l'intérieur. Alors, j'écoute mes émotions et surtout, je les fais sortir. J'en parle, car alors, elles se sentent reconnues et elles cessent de me perturber. Et puis, dans toute situation négative, il y a du sens. Et on peut aller chercher le sens, le positif dans le négatif. Finalement, ce que je subis aujourd'hui, ça me permet peut-être plus d'intériorité, ça me permet d'apprendre à vivre seul, ça me permet de me montrer ma fragilité à moi-même et du coup d'être plus compatissant pour la fragilité des autres. Voilà. Il y aurait de quoi faire une conférence à soi tout seul là-dessus, mais cercle de préoccupation, cercle d'influence, notre objectif en faisant ça, c'est que l'influence que l'on prend sur notre vie directement et indirectement vienne dépasser le cercle de nos préoccupations pour prendre en main notre vie. Chantal. Alors, transformer mon monde intérieur. Vous avez 5 sens pour vous connecter à l'extérieur. Vous pouvez voir, entendre, toucher, sentir avec le nez, sentir avec la bouche. Et vous avez ces 5 sens exactement aussi dans votre intériorité. Hein. Vous avez des images, c'est du visuel. Vous avez des pensées, c'est des dialogues à l'intérieur, c'est de l'auditif. Et puis, ce qui correspond au kinesthésique, au toucher, eh bien, ce sont vos émotions. Après, l'olfactif et le gustatif, c'est moins réservé aux humains, peut-être plus aux animaux. En tout cas, vous avez cette capacité de transformer cette réalité à l'intérieur de vous, de travailler sur vos images, vos pensées et vos émotions. Et vous pouvez composer avec tout ça et vous aurez l'agréable surprise de réaliser que quand vous changez, c'est votre monde extérieur aussi qui change. L'impact est indirect. Parfois, on ne peut pas travailler sur l'extérieur, comme le disait Jérôme, mais en travaillant sur l'intérieur, c'est tout le monde extérieur qui évolue. Alors, ce que nous vous proposons, c'est de devenir votre meilleur coach. Et nous avons choisi 4 axes de travail. Hein, gérer mes pensées, me reconnecter à mes valeurs, prendre soin de moi et organiser mon quotidien. Alors, je vais commencer avec gérer mes pensées. Vous savez sans doute que notre esprit, il a tous les jours beaucoup de pensées. Mais peut-être que vous ne savez pas, c'est 60 000 à 70 000 pensées par jour. Notre esprit, c'est une véritable usine. En fait, il ne s'arrête jamais. Il nous commente tous les détails de la vie. Vous marchez dans la rue, vous dites, tiens, mais cette tête-là, comment il est habillé, tout est commenté à l'intérieur de vous. Et malheureusement, 80% des histoires que nous raconte notre cerveau, eh bien, c'est assez négatif. Et puis, si nous prenons ces histoires pour des vérités, eh bien, nous finissons par souffrir d'anxiété, de dépression, de faible estime de soi, d'insécurité. Parce que nous avons tendance à fusionner avec ces pensées. La fusion, vous savez ce que c'est, puisque vous êtes ingénieur, hein, quand 2 plaques fusionnent, c'est qu'elles n'en font plus qu'une, on ne peut plus les séparer. Donc, ce qui se passe à l'extérieur et ce qu'on en pense, ça devient une même réalité. Donc, je vais peut-être me dire, je suis encore à la précédente, oui, je vais rater mon année, je suis au fond du trou, ce confinement est insupportable, on n'en sortira pas de ce virus, je suis déprimée et en même temps, je n'ai pas le droit de me plaindre. Voilà des pensées qui nous font souffrir et qui deviennent pour nous notre réalité, hein, qui représentent la vérité. Je suis nulle, ben, puisque mon cerveau me le dit, ben, j'y crois. Ça devient même peut-être une croyance. Et puis, ces pensées, ben, elles sont importantes. Nous leur accordons toute notre attention.
Alors que si vous regardez un film et que ça ne vous plaît pas, vous pouvez zapper, il n'y a pas de problème pour ça, mais avec vos pensées, vous n'imaginez pas forcément que vous pouvez zapper, changer de chaîne, changer de canal. Et ces pensées, souvent, elles sont des ordres et elles sont menaçantes. Par exemple, je vais en finir avec la vie, ou personne ne voudra m'embaucher. Et ces pensées, elles provoquent des émotions. Et ces émotions, elles vont provoquer des actions en conséquence de ces émotions, ou une paralysie même. Alors, imaginez, je vais rater mon année. Au lieu de vous demander si cette pensée est vraie, demandez-vous si cette pensée est ressourçante pour vous, si elle vous aide à être la meilleure personne que vous voulez être. Alors, vous allez choisir une pensée récurrente qui vous perturbe. Je vous laisse le temps d'écouter ce qui défile dans votre cerveau, quelles sont les pensées qui vous perturbent, qui vous font du mal, qui vous embêtent, qui ont un impact négatif. On a parfois des pensées très toxiques. Voilà. Alors, maintenant, si vous avez une pensée que vous choisissez qui revient régulièrement, ce que je vous propose, si vous le pouvez, c'est de vous mettre debout et de vous concentrer sur cette pensée pendant 5 secondes. Dites-vous cette pensée à l'intérieur, simplement le temps de sentir, de ressentir ce que ça fait dans votre corps. Quelle énergie ça vous donne ou ça vous enlève. Maintenant, vous allez faire un pas sur le côté. Alors, si vous êtes resté assis, vous décalez un tout petit peu votre chaise et vous pensez, vous dites plutôt ça, j'ai la pensée que. Alors, si c'était je suis nul tout à l'heure, vous allez dire j'ai la pensée que je suis nul. Et vous ressentez dans votre corps ce que ça fait. Est-ce que c'est pareil que tout à l'heure? Est-ce que c'est différent? J'ai la pensée que. Quand je vous demande de vous décaler, c'est parce que vous regardez votre pensée, celle que vous aviez tout à l'heure, j'ai la pensée que, vous l'observez. Et puis, deuxième écart sur le côté, vous éloignez encore un peu plus, et puis vous vous dites, je remarque que j'ai la pensée que, etc. Et testez qu'est-ce que ça fait en vous. Est-ce que c'est différent? Cet exercice, il vous permet de défusionner de vos pensées, de regarder des pensées comme on regarderait des nuages qui passent dans le ciel, sans s'accrocher. On n'est pas obligé de rester sous le nuage pour attraper la pluie. On peut aussi laisser passer le nuage et puis rester serein, rester entier. En état de diffusion, comme on vient de le faire, vous reconnaissez que les pensées, finalement, ce ne sont que des sons, une suite de mots, des histoires que votre esprit vous raconte. Que ces pensées, elles ne sont pas forcément vraies et qu'elles ne sont pas nécessairement importantes. Vous ne devez faire attention à que celles qui vous sont utiles. Les pensées ne sont ni des ordres, ni forcément des conseils à suivre. Elles ne constituent jamais une menace. Ce ne sont que des pensées. Alors, une autre façon de traiter ces pensées qui vous ennuient, c'est aussi, je vais vous le proposer maintenant, de fermer les yeux un instant. Prenez une profonde inspiration et expiration, et vous vous imaginez au bord d'une rivière. Voilà, une rivière que vous connaissez ou que vous créez là maintenant. Vous regardez d'abord quelle est cette saison dans laquelle vous êtes. Est-ce que c'est le printemps, l'été? Est-ce qu'il y a de la végétation? Est-ce qu'il y a du soleil? Est-ce qu'il y a des bruits, des chants d'oiseaux, du vent dans les arbres? Et puis maintenant, à chaque pensée qui va arriver,
Vous allez prendre cette pensée et la déposer sur une feuille qui flotte sur la rivière. Une pensée arrive, vous la prenez, vous la posez sur une feuille et vous la regardez flotter sur l'eau et se laisser emporter par le courant. Je vous laisse faire ça un instant. Et même si la pensée arrive, cet exercice est inutile, eh bien, vous pouvez poser aussi cette pensée sur une feuille. Voilà, c'est la méditation de la rivière. Et vous pouvez le faire plusieurs fois par jour. Hein. En fait, rendez-vous compte que c'est pas grave d'avoir des pensées négatives. Ce qui est grave, c'est de les prendre au sérieux et de s'y accrocher. Voilà. Diapo suivante, s'il te plaît, Jérôme. Voilà, faites un geste pour la planète. Réduisez vos émissions de pensée à effet de stress. Je vous en prie. Bien. Alors nous poursuivons dans ces approches du monde intérieur avec un deuxième axe sur les valeurs. Nous reconnecter à mes valeurs. De quoi s'agit-il? Je voudrais commencer par une histoire qui s'appelle la parabole des tailleurs de pierre. Ça raconte l'histoire d'un homme qui découvre un chantier et il voit un individu à l'air maussade et lui demande ce qu'il fait. Et l'homme lui répond: « Je taille des pierres, ça se voit pas, non? Il faut bien que je nourrisse ma famille. » Il avance et avise un deuxième homme occupé à la même activité de taille de pierre. Et cet homme lui répond poliment: « Moi, je taille des pierres pour construire un mur. » Le curieux continue et interroge un troisième artisan qui est enthousiaste et qui lui dit: « Moi, je suis tailleur de pierre et je bâtis une cathédrale. » Nous reconnecter à nos valeurs, c'est prendre conscience de ce qui est le plus important pour nous. Et tout en haut de la pyramide de nos besoins ou de ce qui est important pour nous, se trouve très souvent le sens. Quel sens est-ce que nous mettons dans notre activité aujourd'hui? Derrière, il y a aussi ce qui compte pour vous comme projet, qui vont incarner le sens que vous voulez mettre dans votre vie sous différentes formes. Pour réaliser ces projets, vous allez mettre en œuvre des talents. Ces talents sont importants pour vous, ce sont des qualités, elles comptent. Et puis, au cœur de ce que vous allez vivre, il y a la puissance de vie qui vous permet de goûter des bonnes choses. Et enfin, il n'y a pas de situation parfaite. Tout le monde est confronté un jour ou l'autre à des déceptions, des souffrances, des deuils. Et malgré ça, la vie continue. La vie peut dépasser et peut même faire trouver du positif dans ce qui nous arrive de difficile. Alors regardons de quelle manière, aujourd'hui, dans vos études, alors que vous pourriez vous sentir découragé, fatigué, avec des instants de dépression, eh bien, vous pouvez commencer par vous rappeler pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous avez choisi ces études. Peut-être que vous êtes inscrit, peut-être vous avez chacun un cursus particulier, mais peut-être qu'il y avait un rêve. Souvent, on ne choisit pas son domaine, pas totalement par hasard. Et le domaine aéronautique est vraiment un domaine de rêve. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux me rappeler mon rêve? Qu'est-ce qui fait que je me suis inscrit dans ces études qui ont une difficulté objective, Eh bien, c'est que j'ai une ambition, j'ai un rêve, j'ai envie de faire quelque chose. Et même si la conjoncture économique n'est pas la meilleure dans ce secteur depuis à peine un an, avant elle était extrêmement brillante, c'est un secteur qui ne va pas s'arrêter évidemment du jour au lendemain. Donc il reste des débouchés.
Donc, rappelez-vous, pourquoi j'ai choisi ces études-là? Qu'est-ce qui m'a poussé à m'inscrire? Quel était mon rêve? Quelle était mon ambition? Un deuxième aspect, c'est aussi toujours dans ce premier point, le sens. En travaillant dur, en apprenant un métier, vous êtes en train de prendre de la valeur pour vous-même. Vous apprenez à former votre esprit, à former votre cerveau, j'y reviendrai tout à l'heure, pour toujours. Et puis, vous êtes là aussi pour mettre en œuvre des qualités et des talents. Ces qualités et ces talents, ça se cultive, on en a qui sont innés, qui correspondent à notre caractère, et puis en fonction de nos valeurs, de ce qui est important pour nous, on peut choisir d'en approfondir certaines. Et par exemple, dans les études que vous avez choisies, il y a en filigrane les valeurs d'engagement, les valeurs d'excellence, les valeurs de fidélité. Et rien que sur ces valeurs-là, il y a des moteurs qui vous permettront de vous motiver, de continuer à dépasser des difficultés au quotidien. Et ça vaut la peine de vous y connecter à ces valeurs, comme si c'était des bonnes fées ou des anges gardiens. Ben oui, au nom de la fidélité, je vais faire ça. Au nom de l'engagement que j'ai pris, je vais être fidèle à cet engagement et je vais continuer. Ça, dans les cas de découragement et de baisse de morale, c'est vraiment important. Un autre point, c'est goûter les bonnes choses. Je vous le disais tout à l'heure, même dans les situations difficiles, il y a la vie et il y a des bonnes choses. Moi, ce que j'aime, c'est par exemple, quand ça ne va pas bien, je vais prendre un bon café bien brûlant. Et rien que ça, quand je tiens la tasse toute chaude de café, et je me dis, mais c'est bon ça. Et vous voyez, c'est important de vous trouver pour vous-même des choses bonnes pour vous et de vous y connecter. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Un paysage qui est beau, une plante qui pousse, un jardin qui est harmonieux, une réussite à un examen, un apprentissage que vous faites de votre côté qui fonctionne. Vous pouvez vous en féliciter et vous pouvez vous dire c'est bon. Et puis un dernier point sur ce thème des valeurs, c'est de dire que vos valeurs, elles restent. Le sens que vous donnez à votre existence, il transcende les quelques mois ou même années que vous passez ici. Et donc, vous pouvez vous dire mentalement, en 2031, quand je regarderai il y a 10 ans, quel regard je porterai sur cette période? Et en 2041, qu'est-ce que je dirais? Est-ce que, par la magie du temps qui passe, ça ne va pas être tout simplement très réduit? Et même, souvent, nos galères, on les raconte et ça devient nos histoires drôles. Vous pourrez même raconter ça un jour à vos petits-enfants en disant « Mais tu sais, moi, j'ai traversé la grande crise sanitaire de 2020 et je vais te raconter. » Mais vous voyez, se reconnecter à ces valeurs passe par tous ces aspects et aussi par le fait de relativiser les difficultés du quotidien. Et tout ça, c'est un effort volontaire qui vous permet de l'atteindre en faisant, 1, l'effort de se connecter et 2, l'effort de retrouver le chemin et d'approfondir en y revenant régulièrement. Donc c'est un moyen très concret pour avancer et pour retrouver de la motivation. Alors le sens, le rêve, les talents, prendre de la hauteur, goûter des bonnes choses. Alors le troisième axe que nous vous proposons, c'est de prendre soin de soi. Hein, pas de prendre soin de moi, de prendre soin de vous. En fait, souvent, on attend que ça vienne de l'extérieur, mais en y réfléchissant, de se rendre compte qu'il y a beaucoup de besoins que nous pouvons satisfaire nous-mêmes pour nous, sans attendre que les autres le fassent à notre place. Alors, quels sont mes besoins et comment les satisfaire? Vous reconnaîtrez à droite la pyramide de Maslow. Hein. Nous, avec Jérôme, on a choisi de le classer en 4 domaines, de les classer en 4 domaines. Les besoins physiques. Hein. Donc, j'ai besoin d'air. Je vais aérer ma chambre tous les matins et puis je vais respirer peut-être. Bien sûr, la respiration, je n'ai jamais arrêté depuis ma naissance jusqu'à mon dernier souffle. Ça se fait automatiquement, mais peut-être que je peux respirer en conscience et donner de l'importance, donner de l'attention à ma respiration.
J'ai besoin de lumière. Alors, je vais sortir au moment où le soleil est là et je vais ouvrir mes rideaux au moins. J'ai besoin de nourriture. Alors, bien sûr, je mange, mais comment est-ce que je mange? Peut-être que je peux acheter des légumes et encore mieux, les cuisiner. Hein. J'ai besoin de sommeil. De combien de sommeil ai-je besoin? Je vais me faire un programme. Et si j'ai besoin de sommeil, peut-être que je vais décider de supprimer mon compte League of Legends. J'ai besoin d'exercice physique. Hein. Comment je m'en occupe? Hein. J'ai besoin d'ordre autour de moi, d'hygiène. Puis j'ai besoin de détente aussi. Et à quel moment je me prévois des moments de détente? Ensuite, nos besoins sont aussi affectifs et psychologiques. Tout d'abord, j'ai besoin de me sentir aimée. Alors, ça va commencer par moi-même. Je vais décider d'être bienveillant, bienveillante avec moi-même. Je vais surveiller mes pensées. Je vais m'accorder des petits plaisirs, comme le disait Jérôme. Et puis, je vais aussi entretenir des relations. Par exemple, je vais parler à mes voisins. Je vais aussi échanger de l'amitié avec mes amis. Je vais décider de les appeler plus régulièrement, de rester en contact. Je vais aussi donner et recevoir. Alors, donner, rendre un service, par exemple, ça me fera du bien aussi, en même temps que de faire du bien aux autres. Et puis, recevoir, c'est aussi accepter de demander de l'aide. Appeler au secours un professeur, un psychologue, appeler un ami et puis oser demander. Ensuite, nous avons des besoins intellectuels. Nous avons besoin de comprendre ce qui se passe. Nous avons besoin d'apprendre, acquérir des compétences. En fait, nous avons toujours besoin de croître, de grandir. Et ça nous permet quoi de tout ça? Ça nous permet d'être libre, de pouvoir faire des choix. Quand on ne comprend rien, quand on ne sait rien, quand on n'est pas au courant, on est dépendant. Et puis ensuite viennent les besoins spirituels. La spiritualité, c'est ce qui me relie à plus grand que moi ou me relie aux autres, à l'univers. Donc, je vais être à l'écoute de mes aspirations profondes. Jérôme en parlait tout à l'heure, quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Peut-être que je vais décider de pratiquer la méditation. Et ça sera une source de sérénité. Peut-être que je vais décider de lire des textes qui sont inspirants pour moi. Peut-être que je vais décider d'exprimer ma gratitude. 3 kiffs par jour, je fais ça souvent avec mon mari. Le soir, on se dit nos 3 meilleurs kiffs de la journée. Et parfois, c'est de toutes petites choses, mais se rappeler de ces 3 moments, enfin 3 petites choses, ben, ça devient un grand kiff finalement. Peut-être que je vais aussi créer, fabriquer, participer à la création, enfin apporter ma pierre à l'édifice. C'est apporter ma contribution à la société. Et ça aussi, ça donne du sens à ma vie. En fait, nous avons été bercés dans une culture du malheur. Dans les informations, de quoi on nous parle? On nous parle de tout ce qui va mal. Et c'est pas, enfin, il n'y a pas de fatalité. Vous avez le pouvoir de relever ce qui va bien. Quitter cette culture. Alors là, il n'y a pas de règle unique pour les besoins. Chacun a des besoins différents et chacun de vous va décider de comment il va les satisfaire pour trouver son équilibre. À toi, Jérôme. Alors, je voulais maintenant introduire dans les conseils ou dans les activités possibles une séquence sur la neuroplasticité. Et là, je m'adresse à des élèves ingénieurs et donc je suis sûr que vous comprendrez vite. Peut-être que vous êtes beaucoup plus savants que moi dans le domaine. Mais j'ai quand même regardé ce qui se passait sur la structure du cerveau. Et je me suis appuyé sur les travaux d'une chercheuse en neurophysiologie
qui s'appelle Lara Boyd, qui est à Vancouver, et qui a travaillé sur la manière dont on peut récupérer des AVC, quand il y a des lésions cérébrales. Et donc, à travers toutes les études qu'elle a pu faire, elle s'est rendue compte que le cerveau, alors que pendant des années, hein, moi quand j'ai fait mes études, j'avais acheté des sciences, des extraits, des bouquins de sciences et avenir sur la structure du cerveau, et on disait, écoutez, à partir de 20 ans, les neurones meurent. Et donc, c'est vers 20 ans qu'on a notre maximum de potentiel neuronal. Certains disent que ce n'est pas 20, mais qu'en fait, c'est 12. Donc, vous êtes déjà de l'autre côté de la barrière. Voilà. Heureusement, les études récentes montrent que ce n'est pas le cas et que pendant toute sa vie, on continue de créer des liaisons entre les neurones, même si le nombre de neurones peut disparaître, peut diminuer légèrement. Déjà, il y en a un nombre astronomique, hein, 10 puissance 10, si je me souviens bien, mais il continue à créer des liaisons. Et notre cerveau aussi est un organe en perpétuelle évolution. On s'est rendu compte qu'il y avait deux moyens principaux pour faire évoluer notre cerveau. Et les deux moyens sont ceux que je cite ici. Le premier, changer la concentration des signaux chimiques. Lorsque, à l'extrémité des dendrites, il y a des liaisons avec les autres neurones, on a des échanges de neurotransmetteurs, qui sont des signaux chimiques, et on peut avoir une augmentation de la concentration de ces neurotransmetteurs, ce qui augmente de manière temporaire les capacités de telle ou telle zone de notre cerveau. La deuxième fonction, c'est la structure elle-même du cerveau qui change. Elle est beaucoup plus intéressante parce que dans ce cadre-là, ce sont des liaisons nouvelles qui se créent et qui se maintiennent. Vous comprendrez facilement que dans la première manière de s'adapter, on est dans quelque chose du court terme. C'est par exemple le fonctionnement qui est lié à la mémoire immédiate, qui fonctionne comme ça. C'est aussi le fonctionnement qui est lié à une intense concentration ou à l'exercice d'une activité motrice intense, où là, eh bien, il va y avoir ces augmentations de concentration. Mais quand l'effort est terminé, ça disparaît. Au contraire, la deuxième partie est liée à un changement de modification physique qui va passer par l'activation de certaines zones cérébrales et par la construction de nouvelles liaisons. Et plus on s'en sert, mieux ça marche. Plus on active certaines zones, plus elles deviennent réactives aux sollicitations et avec de moins en moins de fatigue. Si on prend l'exemple de l'apprentissage du piano, par exemple, on peut passer 1 heure à apprendre quelque chose au piano et il est très fréquent que le lendemain, eh bien, ce qu'on réussissait à faire la veille aura disparu, se sera évanoui. C'est qu'on a fait la première forme de liaison ou de modification cérébrale. Dans un effort intense, il y a eu un changement de concentration, mais ça n'a pas eu le temps d'affecter la modification complète d'une zone cérébrale ou plusieurs zones cérébrales. C'est pour ça que la régularité dans le travail, le fait d'y revenir chaque jour, le fait de faire l'effort de se concentrer et de s'y mettre, ça produit ces changements qui font de l'activation, de la création neuronale, mais aussi de la reprogrammation parfois de zones. C'est ainsi que l'on peut récupérer des fonctions perdues en reprogrammant des zones. Et un chercheur français qui s'appelle Stanislas Dehaene, qui est enseignant à l'IX et qui est au Collège de France, c'est l'auteur d'un célèbre bouquin qui s'appelle La bosse des maths, présente que dans l'apprentissage du langage et des maths et de la musique, qui sont ces 3 thèmes d'intérêt, eh bien, on reprogramme des zones cérébrales qui, chez les chimpanzés et les autres grands primates, ne sont pas du tout utilisées à cela. Donc, on est vraiment dans le fait de sculpter un organe par la répétition d'exercices. Et alors que dans la première modification, certains produits peuvent aider, typiquement la caféine, je ne vous invite pas
à abuser de Guronzan ou de Red Bull. C'est dangereux, il y a des effets secondaires. Mais la caféine à faible dose augmente la concentration. Elle n'a aucun effet sur le changement de la structure physique du cerveau. Le seul moyen de recouvrer une fonction perdue quand on a eu un AVC, c'est revenir fréquemment, créer des habitudes pour reprogrammer des parties du cerveau. Alors vous me voyez venir hein, ici. L'habitude est importante. Pour aller un petit peu plus loin dans ce domaine, on s'est rendu compte qu'il y avait des fausses idées, de la même manière que l'on disait les neurones disparaissent et donc le cerveau devient de la sauce blanche à la fin de la vie. Non, pas du tout. Eh bien, dans l'une des fausses idées que je voudrais évoquer rapidement, c'est le temps nécessaire qu'il faut pour apprendre une matière. Le temps nécessaire, souvent, est lié à, on cite un chiffre astronomique de 10 000 heures. C'est lié à une étude d'un professeur aux États-Unis qui s'appelle le professeur Erickson, qui a fait une étude sur les grands sportifs de niveau international, en disant, à 20 ans, ces grands sportifs avaient réussi à accumuler 10 000 heures de pratique de cette activité. Et puis ensuite, par une succession de malchance, je dirais, un célèbre livre écrit par un monsieur Gladwell, The Story of Success, où Tous Leaders a recité ce chiffre des 10 000 heures. Et ce qui fait que beaucoup de gens disent « Ah mais de toute façon, à quoi bon? Pour devenir très bon dans un domaine, il faut 10 000 heures, je ne les aurai jamais. » Et en réalité, pour changer la structure physique de notre cerveau, il suffit de, non pas 10 000, mais 20 heures. Et alors, c'est vraiment curieux de se dire que les modules en école sont des modules qui sont de 21 heures. Hein, les unités de valeur en école, c'est vraiment ça. Donc, un apprentissage qui produit une modification de votre cerveau, c'est bien 20 heures, avec un certain nombre de caractéristiques. Les 20 heures, elles fonctionnent d'autant mieux qu'elles sont réparties. C'est typiquement 1 heure par jour pendant 20 jours, ou 3/4 d'heure pendant 30 jours, mais on ne fait pas l'économie de ces 20 heures. Ça ne sert à rien, 2 jours avant le partiel, de dire « je vais être au point pour le partiel ». Peut-être que vous réussirez sur celui-là, mais vous n'aurez pas fait le travail votre travail cérébral. Ces années, elles sont là pour vous permettre de réagir à toute situation en tant qu'ingénieur. Vous n'êtes pas là pour passer un partiel. Et donc, il faut miser ces 20 heures, et quand on arrive 48 heures avant l'examen ou 24 heures avant l'examen, c'est trop tard. Les 20 heures, elles sont normalement bien découpées pour vous permettre un apprentissage qui est progressif, dans lequel vous pouvez vous attacher à mesurer vos progrès et vous féliciter des progrès qui sont faits. Et c'est vraiment important de s'y mettre. Et ces 20 heures, elles contiennent les quelques premières heures du début qui vous permettent de vous rendre compte de votre niveau. Tout ça pour dire que la neuroplasticité, elle existe, et vous, en tant qu'élève ingénieur, vous êtes à un moment où vous allez avoir le plus d'activité pour sculpter votre cerveau, c'est ce qu'on a mis ici, à travers une pratique régulière. Souvent, il y a des barrières, hein, des frontières, on n'arrive pas à s'y mettre, on se sent bloqué, on est découragé. Baisser la difficulté à s'y mettre, c'est par exemple faciliter le fait de s'y mettre, précisément. Supprimer les tentations, supprimer, désactiver les notifications Facebook, WhatsApp et toutes les autres, parce que c'est trop tentant, quand on a un téléphone qui vibre, d'y voir une priorité. Et non, il faut faire votre heure sans vous arrêter. Et baisser la difficulté à s'y mettre, c'est être sûr que si vous misez ces 20 heures, vous aurez un résultat dans la matière concernée et pour toujours dans l'activation et dans la bonne habitude que vous allez prendre pour faire fonctionner votre cerveau. Cultiver le positif, hein, c'est pour vous-même, c'est pour atteindre votre objectif que vous vous êtes engagé dans cette matière ou dans ce cursus parfois aride. Et puis un dernier conseil,
ça vaut la peine, pour baisser la difficulté à s'y mettre, de décider la veille de ce que vous allez faire le lendemain et de décider le dimanche ce que vous allez faire dans toute votre semaine. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple de se réveiller en disant « de toute façon, j'ai décidé, je le fais », plutôt que de se dire, en se réveillant, « bon, alors qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» La principale alternative serait de rester dans mon lit. Constater ses progrès et s'en féliciter, c'est vraiment aussi quelque chose de très important pour sculpter, pour prendre ses bonnes habitudes. Et je vous donne en conclusion de cette partie cette maxime de Stephen Covey pour construire des bonnes habitudes, parce qu'autrement, il existe aussi de mauvaises habitudes, ça s'appelle des addictions, elles s'impriment aussi dans le cerveau. Vous avez la possibilité de vous rendre compte de ce que font vos habitudes sur vous-même. Mais ici, voilà, qui sème une pensée récolte une action, qui sème une action récolte une habitude, qui sème une habitude récolte un caractère, qui sème un caractère récolte un destin. Alors, concrètement, nous vous invitons à choisir 3 décisions que vous voulez prendre pour vous. Alors, qu'est-ce que je choisis de mettre en place? Première question. Peut-être que parmi ce que nous avons proposé, il y a 1, 2, 3 choses qui vous ont interpellé. Alors, ça serait le moment d'écrire ça. C'est comme un engagement avec vous-même, puisque vous avez vu que vous aviez plus de pouvoir que ce que vous pensiez. Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui à mettre en place? Alors, prenez le temps d'écrire 3 choses. En fait, comme le dit, enfin, il y a une publicité qui dit « just do it ». Moi, j'ai envie de dire « just start it ». C'est commencer, faites le premier pas. Et puis, ça va suivre naturellement. Le plus dur, c'est de faire le premier pas, donc « just start it ». Alors, quand et comment je mets en œuvre ces décisions? Quand est-ce que je commence? Demain, ce soir? Et comment je m'y prends? De quoi j'ai besoin? On va voir sur le slide suivant. Donc, m'organiser en fonction de ce que je décide. C'est pas il faut, c'est qu'est-ce qui est bon pour moi. Il n'y a pas d'obligation, c'est juste une décision que vous prenez. Alors, je décide, dans mes objectifs, quel est le plus important pour moi à traiter en priorité. Peut-être que j'ai trouvé plus de 3 choses, mais je vais peut-être me limiter à 3 choses pour aujourd'hui. J'en rajouterai plus tard, mais je vais faire des morceaux pour faire petit et être sûr de le faire. Pas petit, pas forcément petit, ça peut avoir des grosses conséquences. En tout cas, voilà, est-ce que je vais faire attention à mes pensées? Est-ce que je vais faire attention à ma nourriture? Est-ce que je vais pratiquer un sport? Est-ce que je vais améliorer mes relations? Est-ce que je vais me focaliser sur mes compétences, mon équilibre? Et donc là, je vais écrire un objectif précis. Alors, vous allez mettre dans la 2e colonne en haut en bleu foncé. Donc, quel est mon objectif? Vous en aurez un 2e, puis peut-être un 3e sur la droite. Et vous allez vous poser cette première question. En quoi c'est important pour moi? Par exemple, je veux faire du sport. C'est pas faire du sport qui est important pour moi. C'est quoi derrière faire du sport? C'est quoi? Je vais me sentir, avoir peut-être une meilleure confiance en moi. Je vais me sentir avec plus d'énergie, plus de motivation. Qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que ça m'apporte de faire cet objectif, de réaliser cet objectif? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? C'est pas simplement faire le sport, mais c'est pourquoi, en 2 mots.
Qu'est-ce que ça m'apporte? Ensuite, je vais visualiser le résultat. Alors je m'imagine faire du sport au bout de 6 semaines. Voilà. Comment je serai? Je serai plus musclée, je serai énergisée, je serai centrée. Voilà. Et vous imaginez, vous faites une image dans votre tête, une futurisation, c'est ça le mot exactement. Qu'est-ce que je suis dans 6 mois une fois que je fais mon sport? Mes résistances, c'est important d'y penser avant de démarrer. Qu'est-ce qui pourrait m'en empêcher? Peut-être que je n'ai pas assez de place chez moi. Ou peut-être que j'ai pas encore le temps pour l'instant. Mais comment je vais faire? Comment je vais trouver ce temps? Comment je vais contourner ces résistances? Ou sinon, comment je vais changer d'objectif si mon objectif a été mal formulé au départ? Ensuite, de quelles ressources je dispose? Je vais faire le point. Alors, je suis déterminée. Je suis quelqu'un de persévérant. Voilà, vous allez lister toutes vos ressources. Ensuite, vous êtes spécifique. Quel temps je veux allouer chaque semaine à mon objectif ou chaque jour? Et donc, ça sera quand? Je vais le mettre dans mon planning. Je vais me dire, ça sera tel jour, 5 fois par semaine, pendant 45 minutes. Où est-ce que je vais faire ça? Peut-être avec qui? Plus vous allez détailler votre objectif, plus vous allez avoir des facilités à l'atteindre. Il doit être très concret. Voilà pour ce slide. Voilà, on arrive au bout de ce que nous voulions vous présenter avec Chantal sur finalement comment réagir, comment rester motivé malgré ces temps de confinement, comment prendre le meilleur. On a abordé successivement différents sujets, les préoccupations et puis la manière dont on peut les classer, y réagir, et puis tout un travail sur notre mental, puisque c'est notre monde intérieur qui est une image du monde extérieur et qui a une profonde influence sur nos émotions et sur notre énergie intérieure. Alors peut-être avez-vous des questions, et c'est un temps maintenant qu'on vous propose de une trentaine de minutes avant de nous quitter tout à l'heure. Et avant de nous quitter, je vous proposerai, comme tout à l'heure sur Menti, un petit temps de bilan sur ce que vous souhaitez retenir. Mais pour l'instant, nous sommes à disposition pour vous répondre. Peut-être y a-t-il déjà des questions qui ont été posées, Stéphanie, je ne sais pas. Alors, j'ai peut-être pas été suffisamment claire au début de la conférence. Pour les élèves qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, vous pouvez poser vos questions de manière anonyme ou pas, comme vous le souhaitez. Et nous pourrons donc répondre à vos questions. Chantal et Jérôme sont là pour répondre à vos questions. Bon, en tout cas, j'ai envie d'ajouter quelque chose à tout ce qui a été dit. En tout cas, dans le cadre de l'IPSA, et j'ai essayé de vous le dire plusieurs fois, c'est que quand vous avez des doutes, quand vous ne savez pas où vous en êtes, quand vous vous sentez mal, angoissé, peu importe la raison, parfois on est capable d'identifier les raisons pour lesquelles on est angoissé, parfois on ne le sait pas, il ne faut pas hésiter à en parler. Donc soit vous avez des gens proches autour de vous en qui vous avez confiance, avec qui vous vous sentez en confiance pour parler de ce que vous vivez, soit nous sommes là. C'est vrai que parfois de parler à des gens qui sont extérieurs et qui ne sont pas dans l'affect, comme les parents ou les amis très proches, ça peut aider. Donc c'est vraiment une période où, comme vous l'avez dit, on l'a vu tout à l'heure dans le petit sondage, que vous aviez besoin d'humains. Et nous aussi d'ailleurs, vous nous manquez et on aimerait bien que vous reveniez un petit peu plus à l'école. Donc n'hésitez pas, c'est que faites appel à nous, c'est aussi une démarche, vous avez besoin et nous on a besoin que vous demandiez de l'aide. On ne peut pas vous forcer à demander de l'aide, on ne peut pas non plus s'adresser à chaque élève, je ne peux pas envoyer un mail personnel à chaque élève, mais quand l'équipe administrative ou pédagogique vous dit qu'elle est présente pour vous écouter, c'est que c'est vraiment vrai. Donc, il ne faut pas hésiter. Et après, on peut voir ensemble ce que vous ont présenté Jérôme et Chantal. C'est quelque chose
qu'on voit de manière individuelle avec les élèves qui nous demandent de l'aide. Donc là, l'idée, c'était de toucher un petit peu plus d'entre vous. Mais n'hésitez pas à faire cette démarche. C'est important de faire la démarche. Et quand on a commencé à faire la démarche, après, c'est plus facile. On se sent tout de suite moins seul, on se sent écouté et on peut ensuite, ensemble, réfléchir et voir ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux. Donc, je vois qu'il y a des questions. Ah ben voilà, Romain qui pose, je peux vous laisser Chantal et Jérôme répondre. Moi, j'ai déjà donné une petite piste, mais voilà, la question de Romain, que faire quand on n'a pas de contact proche à qui parler? Vous allez sûrement présenter les choses de manière différente, donc je vous laisse répondre à cette question. Jérôme ou Chantal. Alors, proche, ça veut dire, ça peut avoir deux sens différents, hein, proche physiquement ou proche, quelqu'un qui est proche du cœur. C'est important d'avoir comme écoute une oreille attentive. Quelqu'un qui va nous écouter sans nous juger, sans chercher à nous consoler, nous infantiliser, sans chercher à nous détourner de notre souffrance. Parce que parfois, les gens nous disent « Mais de quoi tu te plains? Regarde, il y a pire que toi. Toi, au moins, tu as ceci, cela. » Donc, ça ne se trouve pas forcément facilement. Vous n'en avez pas forcément autour de vous des gens qui savent écouter. Alors peut-être que vous pouvez avoir recours à une aide d'un professionnel. Hein, si vous souffrez beaucoup, peut-être que c'est le moment d'aller demander de l'aide à un professionnel qui, lui, a l'attitude pour vous écouter et vous accompagner. Alors, vous me direz peut-être, oui, mais ça coûte de l'argent. Je pense qu'il y a aussi des solutions économiques, je crois. Ouais, peut-être qu'il y a des sites ou des numéros de téléphone que vous pouvez contacter où vous aurez de l'écoute. Il faudrait que je me renseigne. Je n'ai pas en tête tout de suite de conseils à vous donner. Et je suis sûre que ça existe. Oui, pour compléter, en fait, on a souvent quand même des gens qui sont capables de nous écouter dans notre entourage. Il y a plusieurs cercles. Vous voyez, il y a celle de la famille. Les grands-parents sont souvent bien, ou le cercle des amis de lycée, par exemple. Le cercle des gens qui s'occupent de vous à l'IPSA, et peut-être que vous avez un peu de réticence à aller les voir, mais comme le disait Stéphanie, eux aussi souffrent de ne pas vous voir, et c'est une chance pour eux de pouvoir mieux connaître certains élèves. Il y a la barrière de l'inconnu à passer d'abord, mais ça fonctionne en général très bien. Pour ma part, j'organise dans une école le mentoring. J'ai organisé 150 paires entre un élève et un ancien élève de 10 ans de plus. Ce qui était très étonnant, c'est ça que je voulais vous partager, c'est que bien sûr, celui qui est plus âgé est volontaire en disant « je vais apporter de l'expérience, du support, du conseil, bref, du mentorat à un élève ». Et quand on fait le bilan au terme d'une année, c'est celui qui a sans doute reçu le plus, celui-là, le plus ancien, parce qu'il a découvert quelqu'un d'intéressant, il a pu se projeter là où il était 10 ans avant, et ça lui a rappelé des souvenirs, et puis il a pu revisiter son itinéraire depuis une dizaine d'années. Il a pu aussi découvrir les aspirations que vous avez, vous, hein, les jeunes aujourd'hui. Et donc, dites-vous bien qu'en allant demander de l'aide ou demander de l'écoute à quelqu'un, vous faites un cadeau qui est d'apporter votre personne, votre vérité, vos envies, votre richesse personnelle également dans l'autre sens. Et donc, vous voyez, dans toutes ces questions d'organisation personnelle, le point clé, c'est de baisser la barrière qui nous empêche d'agir. Supprimer les tentations quand il faut se mettre au travail, faciliter le réveil, et là aussi, dans le fait d'entrer en relation avec une personne inconnue, si vous n'avez pas des cercles proches qui vous semblent évidents, eh bien, vous pouvez baisser cette barrière de l'inconnu en vous disant que
vous allez apporter autant que vous allez recevoir, probablement. Et quand vous allez parler avec les gens qui vont vous écouter, ce qui est important, en fait, ce qui vous fera du bien, c'est juste de pouvoir déposer vos soucis, vos préoccupations. Il n'y a pas besoin de trouver des solutions. Parfois, on ne peut rien changer. Mais le fait de le dire, ça y est, j'ai déposé mon fardeau et je me sens soulagée. Alors, quelqu'un écrit comment peut-on faire pour ne pas inquiéter nos proches? Vos proches, vous n'avez pas le pouvoir de les inquiéter, en fait. Vous les prévenez, vous pouvez leur dire, mais voilà, j'ai juste besoin de parler, j'ai pas besoin forcément que tu me donnes des solutions, mais ça me ferait du bien de dire ce que je ressens, ce qui me coûte. Et si la personne est prête, elle vous écoute, même en silence, hein, c'est ça qui vous fera le plus grand bien, c'est juste pouvoir poser votre fardeau. J'aimerais ajouter quelque chose. À l'IPSA, on va vous proposer dans quelques temps, pour ceux qui auraient besoin de parler à un psychologue, puisque là on nous pose la question, quelqu'un pose la question de à qui parler ou quel type de professionnel. On essaie de mettre en place, mais c'est pas évident, de trouver un psychologue qui viendrait ou qui serait à disposition des élèves une demi-journée par semaine. Donc on espère dans les semaines à venir pouvoir vous informer de la mise en place de ce système d'écoute pour ceux qui n'auraient pas la possibilité d'aller en voir. Et sinon, on a aussi Ivry pour les élèves, pour les étudiants qui habitent à Ivry. Il y a un numéro vert d'écoute et de soutien psychologique, donc là que j'ai mis dans les questions. Voilà, c'est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h et vous avez le numéro qui est affiché dans les questions. Donc il ne faut pas aussi hésiter à les appeler si vous avez besoin de parler et que vous ne savez pas à qui parler et que les personnes à qui vous parlez ne conviennent pas ou ne vous écoutent pas comme vous aimeriez être écoutés. On a une question. Oui. Je veux bien répondre à cette question. J'ai beaucoup de mal à me lever le matin pour juste me rendre à mon bureau. Donc c'est peut-être le bureau, il est peut-être à côté du lit, mais il y a un fossé énorme entre les deux. Des conseils. Alors, qu'est-ce que vous vous dites quand vous devez vous lever, quand vous avez l'intention de vous lever et que ça ne marche pas? Souvent, on se dit « il faut que je me lève ». Et sous-entendu, mais j'en ai vraiment pas envie. Donc, les « il faut », vous bannissez. Il n'y a pas de « il faut ». C'est demandez-vous qu'est-ce que je choisis. Reprenez votre liberté. Qu'est-ce qui se passe si je ne me lève pas? Si je ne me lève pas, je ne vais pas écouter le cours, je ne vais pas pouvoir, je vais perdre la marche. Donc, qu'est-ce que je veux, hein? Ce n'est pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais c'est qu'est-ce que je veux. Et donc, qu'est-ce que je décide. Donc, au lieu de dire, il faut que je me lève, dites-vous, je décide de me lever ou je choisis de me lever. Si c'est vraiment ce que vous choisissez, peut-être qu'un jour, vous choisirez de rester au lit. Mais demandez-vous ce que vous voulez pour vous. Et si vous le dites avec un verbe qui exprime votre liberté, vous aurez beaucoup plus d'énergie pour bouger la couette et sortir de votre lit. Donc c'est je choisis d'aller à mon bureau, je choisis de sortir du lit parce que vous vous reconnectez à vos valeurs. En quoi c'est important pour moi? Est-ce que ma vie, ça peut être rester au lit? Non, c'est pas ce que je veux. Non, même si c'est difficile. C'est pas j'ai envie de sortir du lit. C'est pas ça. On va pas se leurrer, mais c'est je choisis. C'est vraiment un acte de liberté que vous faites en vous levant le matin. Je pourrais choisir de rester au lit, mais ce que je veux, c'est prendre ma vie en main. Je veux être responsable. Si je pouvais ajouter quelque chose là-dessus, c'est vrai que ce que je vois avec les élèves, c'est que ce qu'ils me disent souvent, c'est par rapport à leurs objectifs, c'est que leur objectif, c'est d'avoir un diplôme ou d'avoir le diplôme. Et c'est un objectif qui est tellement lointain, surtout pour ceux qui sont en première année, de se dire dans 5 ans, voilà, c'est ça mon objectif, c'est d'avoir mon diplôme. Mais c'est vrai que pour ceux pour qui tout est angoissant, la situation est angoissante, les partiels sont angoissants, voilà, j'arrive même pas à me lever pour assister au cours, c'est déjà d'avoir un objectif à court terme. Vous en avez parlé tout à l'heure. Quel est votre objectif à court terme? Quand on est angoissé, quand on voit quelque chose de loin, c'est encore pire, c'est encore plus angoissant. Donc là, mon objectif à court terme, ça va être peut-être de suivre mes cours de la journée,
alors en général peut-être un petit peu plus long, un petit peu plus lointain quand même, mais de valider ou d'essayer de passer mes partiels dans de bonnes conditions. Fixez-vous des objectifs qui sont réalisables. Un objectif de je veux mon diplôme, oui, a priori c'est réalisable, mais c'est beaucoup trop lointain. Et comme disait Chantal, en choisissant, quand on vous dit choisir, c'est ne pas vous laisser subir ce que vous êtes en train de vivre. Je veux avoir mon diplôme, alors je suis obligée de suivre les cours, je suis obligée d'aller à l'école, je ne veux pas décevoir mes parents, je ne veux pas me décevoir moi-même, sinon je vais culpabiliser. Enfin, tout ce que vous vous dites, tout ce hamster, moi j'aime bien l'image du hamster dans la roue. Enfin, moi j'ai souvent un hamster dans le cerveau qui se pose toujours plein de questions et qui est toujours en train de tout analyser. Mais voilà, en vous donnant un objectif à court terme et en choisissant, je pense que de prendre ses responsabilités, de dire on ne m'impose pas de me lever ce matin, je choisis d'assister au cours parce que si je n'assiste pas au cours, après je vais prendre du retard, après je vais me sentir mal, après je vais être stressée, etc. Je choisis, ce n'est pas vos parents qui vous obligent, ce ne sont pas les professeurs ou alors l'administration qui va suivre votre absence ou vos absences. C'est vraiment vous qui décidez d'assister à ces cours. Et je pourrais compléter avec un détail, mais qui n'en est pas un. C'est que souvent, on dit ce qu'on ne veut pas. C'est par exemple, je ne veux pas être en retard dans mon travail. Ce n'est pas très motivant de se dire je ne veux pas être en retard. Et puis, on ne voit pas exactement à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que vous voulez? Ben, je veux être à jour dans mon travail. Qu'est-ce que je veux? C'est je veux manger sainement. Je veux être en forme physiquement. Je veux avoir de l'énergie. Donc, demandez-vous souvent, au lieu de parler en négatif, qu'est-ce que je ne veux pas, demandez-vous qu'est-ce que je veux et formez-le d'une façon affirmative. Par exemple, j'ai des gens qui viennent me voir en hypnose qui me disent « je veux arrêter de fumer ». Ben, ça ne leur donne pas très envie, ils sont rarement motivés en fait. Ils viennent en espérant que je vais faire le boulot pour eux. Alors, et puis je leur dis souvent, mais est-ce qu'un mort pourrait faire ça mieux que vous? Ben oui, un mort, il arrête de fumer, c'est facile. Mais en fait, formuler affirmativement, ça veut dire, ça peut être, je veux me libérer de la cigarette. Ça donne envie. Je veux être libre. Donc, vous retournez votre objectif, vous le mettez en positif. Avec des mesures possibles. Voilà. Mesurables. Ouais. Voilà. Je vois deux questions là sur le type de professionnel. Je crois que Stéphanie a répondu, mais pour vous aider, les professionnels, c'est plutôt les conseillers conjugaux et familiaux, les psychologues, les thérapeutes, les personnels qui font de l'accompagnement aussi dans votre école, les conseillers pédagogiques parfois. Mais vous trouverez toute une gamme de métiers assez facilement, pas très loin. Et puis, l'un des bienfaits de cette crise, c'est qu'on a appris à utiliser les outils numériques à grande échelle, si j'ose dire. C'est très facile de se connecter à des proches ou à des professionnels directement comme ça. C'est mieux pour la santé de sortir, de se lever, mais en même temps, ça réduit tellement la distance que c'est bien pratique. Et profitons de ce qui est bon, qui nous a été apporté par la crise. Je vois aussi une question, si je peux regarder, comment ne pas être affecté par le regard des autres? C'est une question vraiment importante qui est liée à l'estime de soi. En fait, quand on grandit et qu'on se constitue en tant que personne autonome, eh bien, on commence par recevoir des messages de notre entourage, de nos parents, de nos proches, des gens qui ont des opinions qui comptent pour nous. Et ces opinions qu'ils nous renvoient, à un moment donné, nous les faisons nôtres. Et ça devient le socle de mon estime de moi-même. L'estime de moi, c'est l'ensemble des jugements et représentations que j'entretiens sur moi-même, jugements et représentations positifs. Ça vous appartient. Et à partir d'un certain moment, si de nouveau l'entourage vous envoie des signaux, ce ne sont plus des signaux vitaux pour vous, ce sont des signaux positifs ou négatifs qui vous invitent, si vous le souhaitez, à corriger une attitude, mais qui n'ont pas la force ni le pouvoir de vous affecter outre mesure. Donc, j'aurais envie de répondre, derrière cette question, il y a sans doute une prise de conscience que votre estime de vous-même vous appartient. Les autres n'ont pas de pouvoir
sur votre monde intérieur. Mais il vous appartient aussi de construire une image positive, de construire un dialogue intérieur positif, de construire des sentiments positifs à l'égard de vous-même. C'est ce que l'on fait justement à l'école de ce grand psychologue qui était Jean Montbourquet, avec des sentiments et des jugements positifs pour ma personne, dans mon physique, et des jugements et des représentations positives pour mon agir, ma capacité à réussir, quel que soit le domaine auquel je m'intéresse. Voilà, donc vous n'êtes pas les autres. Devenir adulte, c'est prendre conscience que mon identité est différente de celle des autres. Et bien sûr, si on est méprisé de manière ouverte, pénalisé, voire harcelé, pourquoi pas, c'est très pénible. Mais si votre moi est bien construit, ça n'a pas la force de vous détruire. De vous affecter en surface, oui. Peut-être que ces jugements et ces avis, d'ailleurs, peuvent être bons, justifiés et peuvent vous inciter à progresser. Si ça dépasse la mesure et que vous ne pouvez plus tenir, faites-vous aider aussi dans le domaine et pour bien construire une image de vous-même, un dialogue intérieur, une impression de vous-même qui vous donne de solides fondations. J'espère que j'ai répondu. Nous avons d'autres questions, on a beaucoup de questions. Comment peut-on faire la différence entre les choses sur lesquelles on peut agir ou non? Alors, Chantal, tu compléteras peut-être, mais je veux bien commencer. Les choses, je vous ai proposé 3 catégories. Les choses qui dépendent de moi, hein, c'est celles qui sont liées à ma volonté. C'est vraiment des catégories objectives. C'est typiquement ceux sur lesquels, par mon agir, par mon organisation, par ma parole, par mon attitude, par mes messages non verbaux aussi, hein, je vais avoir une action directe. Par exemple, je prends l'exemple tout à l'heure de se lever à telle heure, ça dépend que de vous. Gérer vos pensées, ça dépend que de vous. Vous inscrire à un cours ou à un club sportif, ça dépend que de vous. Il y a des limitations extérieures, mais c'est cela. Vous voyez, dans l'organisation, ça c'est la première catégorie, c'est facile. La deuxième catégorie, c'est ce qui dépend des autres. Et elle est un peu, parfois la frontière n'est pas évidente, mais quand on réfléchit que chaque personne a sa liberté propre, si vous avez une intention sur l'agir d'une autre personne, vous franchissez une frontière qui n'est pas la vôtre. L'agir de l'autre personne lui appartient. Donc, vous souhaiteriez qu'elle ait une action, cette personne, différente, vous avez un pouvoir d'influence, un pouvoir indirect. Et j'en ai donné quelques exemples de stratégies. Si vous vouliez, par exemple, qu'un groupe modifie une attitude, vous avez aussi un pouvoir d'influence. Mais ce n'est pas par votre action que vous pouvez décider, je prends un exemple, de changer l'ambiance de la colloque ou de gérer la propreté de la cuisine. C'est quelque chose de collectif. Votre intention, c'est que cet objet collectif change, alors ça n'est pas directement dépendant de vous, c'est dépendant de manière indirecte par l'intermédiaire de vous et des autres. J'espère que c'est clair comme distinction. Et puis, est-ce qu'il ne dépend pas du tout de vous, sauf par coïncidence, ou c'est ce que j'essayais d'exposer avec l'exemple de la pensée magique, hein, ou d'autres croyances. Plus on est aligné à soi-même, plus on est sensible aux signaux positifs que l'univers nous envoie. Et plus les coïncidences peuvent se produire et nous y serons sensibles. Donc l'univers est aussi, je peux agir sur l'univers d'une manière indirecte. En tout cas, moi je le crois, ça. Plus je suis aligné avec mon être, plus j'influence l'univers. C'est ce que disent les bouddhistes. Plus je suis en paix avec moi-même, plus je répands la paix dans le monde. Mais vous voyez que ça devient carrément indirect d'indirect. Je suis d'accord avec toi, Jérôme, mais souvent j'imagine que nous sommes comme branchés sur des fréquences radio. Et en fait, si je suis serein à l'intérieur, je vais attirer des choses qui sont bonnes pour moi.
Ça va venir de l'univers, ça va venir à moi. Si je suis si le chaos est à l'intérieur de moi, si je suis en désharmonie, si je suis coupée, enfin désunie, je vais aussi attirer de l'extérieur ces choses-là. Donc c'est important de refaire ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui vous rend unique, unifié, harmonieux. Et donc, il y avait aussi cette question, comment garder mon attention plus de 8 heures par jour, hein, alors que j'ai pas de contact humain, enfin pas de contact physique, et puis qu'il y a tant de distractions autour. Donc, mettez ce qui est important pour vous dans votre journée. Est-ce que vous avez besoin de sport? Mais j'y reviens encore, mais est-ce que vous avez besoin de méditer peut-être? Parfois, le cerveau, il n'en peut plus. Et donc, je vais avoir besoin de trouver des moyens faire le vide dans son... C'est comme si vous avez une bouteille qui n'est pas très propre, avec de l'eau pas très propre, vous l'agitez en permanence, ça ne sera jamais clair. Si vous laissez reposer, toute la saleté va descendre et puis vous y verrez clair. C'est un peu ça la méditation, c'est vous laissez les pensées se poser et vous êtes plus ouvert, vous réactivez, réinitialisez votre cerveau. Donc, choisissez ce qui est important, puisque si c'est 8 heures de travail que vous avez à faire, sur les autres heures pendant lesquelles vous êtes réveillé, qu'est-ce que vous voulez choisir de mettre qui sera bon pour vous dans vos objectifs? Nous avons aussi une question sur les notes et la démotivation ou la motivation. Voilà, comment rester motivé lorsque nos notes sont en chute libre? Et là, ça a été le problème que les élèves ont eu au moment des partiels. Juste avant les partiels ou pendant la révision des partiels, ils ont eu beaucoup de résultats, les résultats des examens qu'ils avaient passés avant. Et c'est vrai que de recevoir des mauvaises notes alors qu'on est en train de préparer des partiels, voilà, pour certains, ça a été vraiment très compliqué. Ça a été le tsunami. Mais si j'ai ces mauvaises notes-là, comment je vais pouvoir gérer? À quoi ça sert? Et donc, grande démotivation. Donc, je ne sais pas qui veut répondre. Moi, je dirais beaucoup de bienveillance avec soi-même. Si j'ai bien travaillé et que j'ai des mauvaises notes, ben, c'est peut-être que c'est difficile. Et je l'avoue, je me le dis, ben oui, c'est difficile. J'ai fait le maximum et ça n'a pas suffi. Ben, déjà, accepter ça. De toute façon, je ne peux pas le changer, ça. Je peux pas faire, il n'y a pas de retour en arrière. Et donc, se pardonner, c'est un deuil, hein, se pardonner pour ce qui est... on n'a pas été la personne qu'on aurait voulu être. Accueillir ça. Et puis, peut-être en tirer des leçons. Ben, qu'est-ce que je pourrais améliorer? Maintenant, je vais regarder l'avenir avec ce qui m'arrive là. Je l'accueille et puis je regarde l'avenir. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir pour aller vers de meilleures notes? Et ça me va tout à fait. Et puis, refaire l'exercice que proposait Chantal. Vous n'êtes pas votre note. Vous n'êtes pas... On ne peut pas vous réduire à juste une note ou une évaluation extérieure. Vous valez bien plus que tout cela. Donc, une fois que cette note est mise à distance, vous pouvez limiter l'impact négatif qu'elle peut avoir pour vous et vous en servir comme d'un élément de motivation pour mieux vous organiser la prochaine fois. Demander de l'aide à vos proches. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il est souvent très utile de venir en aide, de s'aider mutuellement, on va dire. Hein. On apprend bien mieux un cours en l'expliquant à quelqu'un d'autre. On dit qu'on retient une très faible partie de ce qu'on entend, une partie un peu plus forte de ce qu'on écrit et quasiment la totalité de ce que l'on répète, de ce que l'on enseigne à quelqu'un d'autre. Donc, vous pouvez aussi mettre en œuvre des stratégies pour mieux retenir et mieux apprendre en passant par de l'aide entre vous qui aura en plus le mérite de créer de la relation positive. Là, concrètement, les élèves d'Aéro 1 et Aéro 2 vont avoir leur rattrapage dans un mois à peu près, pendant les vacances de février. Ouais. Idem pour les bachelors. Alors, c'est peut-être pas le cas pour les élèves de Toulouse, peut-être que le calendrier est un petit peu différent. Mais là, voilà, vous avez un objectif précis dans un mois. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, comme disait Chantal, il
faut accepter certaines notes que vous avez eues qui ne sont pas à la hauteur de ce que vous espériez peut-être. Bon. Maintenant, votre objectif est de réussir ces rattrapages. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour pouvoir réussir ces rattrapages? Donc, vous savez qu'en parallèle, vous devez gérer votre second semestre qui débute, mais vous allez aussi vous organiser, vous allez faire un planning, vous allez imaginer quelles sont les matières que vous allez devoir passer en rattrapage parce que soit vous savez que vous n'avez déjà pas la note qui vous permettra de valider, soit vous pouvez imaginer que vous n'avez pas bien réussi. Donc, mettez-vous déjà dans toutes les conditions qui vont vous permettre de vous sentir mieux, d'être bien préparé. Au pire, vous allez réviser et ne pas avoir de rattrapage. Enfin, je dis au pire, mais c'est jamais au pire puisque vous allez combler des lacunes, vous allez être plus à l'aise, ça va vous aider pour le second semestre. Et sinon, si vous avez des rattrapages, vous allez être à l'aise. Pour les premières années, c'est peut-être pas très très clair parce que vous allez avoir les résultats des conseils de classe une semaine avant les rattrapages. Donc vraiment, le laps de temps est très très court pour réviser. Donc c'est maintenant, vous vous organisez, vous travaillez régulièrement, comme vous expliquez tout à l'heure, Jérôme, sur la manière dont le cerveau fonctionne. Il n'y a que la régularité qui va vous permettre vraiment de digérer, d'absorber, de bien maîtriser tout ce que vous devez connaître en mathématiques, en physique et dans les autres matières. Donc, c'est avec ce temps, vous allez le sentir de toute façon, vous allez vous sentir plus à l'aise. Donc, mettez-vous dans de bonnes conditions. Et petit à petit, la motivation va revenir. Vous allez vous sentir plus à l'aise, vous allez être moins angoissé. Donc, vous allez, a priori, vous sentir mieux. Donc, vous avez l'objectif des rattrapages. Donc, c'est dès maintenant qu'il faut mettre des choses en place avec cet objectif-là. Au niveau des questions, je crois qu'on a fait le tour des questions que les étudiants nous ont posées. On va arriver à la fin de cette présentation. Je vous laisse conclure, Chantal et Jérôme. Ah, moi, je voulais vous proposer de refaire un petit tour sur Menti pendant qu'on fait cette conclusion avec des messages qui vont s'afficher. Que choisissez-vous de retenir pour vous de cette heure et demie de présentation et de partage autour de thèmes comment rester motivé pendant ce temps de confinement? Voilà. Pour ma part, j'espère que vous allez retenir des moyens pratiques et puis avec Chantal, on a essayé de toucher parfois l'émotionnel, parfois l'imaginaire, le symbolique, parfois des choses très concrètes. En tant qu'élève ingénieur, vous êtes vraiment dans une période charnière et passionnante. C'est une période dans laquelle vous êtes privé d'un certain nombre de choses, comme de la camaraderie, de l'entraide facile. C'est le moment de réfléchir sur vous-même et c'est un effort de maturité peut-être un peu plus élevé que celui qu'on demandait à vos prédécesseurs, de réfléchir à la situation comme si vous étiez au-dessus, à côté, de vous regarder agir en disant qu'est-ce que je retiens et qui va être bon pour moi dans les choses que j'ai à faire, dans les relations que j'ai envie de construire, dans les amitiés, l'échange d'amitié, l'échange d'amour dont j'ai besoin pour continuer à être motivé, dans la construction de l'estime de moi, sur les représentations de moi-même. En tout cas, je vous souhaite une belle route sur ce chemin. Chantal? Moi, juste une phrase de conclusion, c'est « Soyez votre meilleur ami ». C'est vraiment ça que j'ai envie de vous laisser parce que vous avez besoin d'être supportif avec vous-même, quelles que soient les conditions extérieures. Quand je me connecte à Menti, je n'arrive pas sur cette question-là. Ah, j'arrive encore sur qu'est-ce que cela produit en vous. Excusez-moi, alors je recharge. Peut-être que... Je ne sais pas si je suis la seule à avoir ce problème, mais... Non, je ne voyais rien arriver, mais... Peut-être une défaillance Internet. De toute façon... Vous pouvez l'écrire dans le chat. Voilà, we are missing. Oui, mettez-le dans le chat, ce sera peut-être plus sûr. J'ai l'impression qu'ici, la connexion se perd.
voilà, la connexion est revenue normalement. La bienveillance, le pardon, la tolérance. L'apaisement. Je peux choisir ce que je veux retenir de mes pensées. La compréhension. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Restez motivés. Faire attention à mes pensées. Pensez-vous que vous auriez réussi vos études pendant un confinement pareil? Bonne question. J'ai des doutes. J'en sais rien. Je pense que vous avez... J'ai beaucoup d'admiration pour vous, en tout cas. Vraiment. Je trouve que votre situation est difficile et je vous envoie tous mes encouragements. Remise en question. Je pense qu'on va vous dire au revoir et vous remercier pour ce moment, pour tout ce que vous avez pu nous apporter et ce sur quoi vous nous faites réfléchir. Et je remercie à tous les participants, les étudiants qui ont assisté et puis à toute l'équipe aussi derrière parce que les étudiants, vous ne voyez pas, mais il y a plein de monde derrière pour accompagner ce moment, cette conférence. Merci. Je vous remercie à tous et puis les étudiants, n'hésitez pas à me contacter, à contacter vos directeurs des études. Nous sommes là pour vous accompagner. Merci. Je vous remercie à tous. Merci à tous. Merci aux participants. Voilà, devenez les meilleurs amis à vous-même. Et au revoir.